Vendredi 19 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Iran, accord sur le nucléaire. Un compromis final aurait été trouvé entre l'Iran et les États-Unis selon des sources diplomatiques. On en parle dans un instant. Palestine, énième raid des forces de l'occupation sioniste qui cible cette fois la ville de Tubas en Cisjordanie occupée. Un Palestinien tombe en martyr. Algérie, double anniversaire du 20 août 1955 et 1956, deux dates charnières dans l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune adresse un message au peuple algérien. Allemagne, la première puissance économique du continent menacée par l'inflation, des décisions importantes pour soutenir les citoyens ont été annoncées. Nous le disions à l'instant, un compromis final semble avoir été trouvé entre l'Iran et les États-Unis, selon des sources diplomatiques. Un compromis, s'il venait à être définitivement entériné, serait favorable à l'Iran. Et selon les mêmes sources diplomatiques, cet accord inclut désormais 50 millions de barils de pétrole que pourrait vendre la République islamique dans une période s'étalant sur 120 jours. Mohamed Amin Aberkan. C'est depuis 2021 que l'Iran et les grandes puissances négocient à Vienne afin de ressusciter l'accord international de 2015. Après s'en être retiré en 2018 sous la direction de Donald Trump, Washington a finalement décidé de réintégrer l'accord. Un compromis final vient d'être trouvé entre les deux parties selon des sources diplomatiques. L'accord nucléaire comprend 4 étapes et 2 délais. L'ancien traité avait été, rappelons-le, torpillé par Donald Trump en 2018 qu'il avait qualifié de désastreux et s'en était retiré en infligeant de lourdes sanctions économiques à l'Iran. Selon les mêmes sources diplomatiques, l'accord inclut désormais 50 millions de barils de pétrole que pourrait vendre l'Iran dans une période s'étalant sur 120 jours, mais aussi la levée des gels sur les actifs iraniens d'une valeur de 7 milliards de dollars bloqués en Corée du Sud. Les accords entre les deux parties ne s'arrêtent pas là, puisque Washington a accepté de lever ses sanctions contre 17 banques iraniennes. En contrepartie, les États-Unis s'engagent à payer une amende en cas d'un nouveau retrait de l'accord. Au cours de la semaine écoulée, l'Iran a eu un différend avec les propositions européennes de relancer les négociations du moment que ses intérêts n'étaient pas garantis et a envoyé des demandes supplémentaires. Et le professeur Abdelrahman Mebtoul, expert international en économie, est en direct avec nous pour en parler depuis Oran. Bonsoir professeur. Bonjour, oui. Alors, on parle de levée du gel sur 17 banques iraniennes et de 7 milliards de dollars gelés en Corée du Sud, mais surtout, professeur, de 50 millions de barils d'exportation en 4 mois pour l'Iran. Qu'est-ce que ces 50 millions de barils représentent réellement si l'accord avec les États-Unis venait à être entériné? Bon, tout d'abord, malgré des sanctions sévères, pour une population de 87 millions d'habitants, l'Iran était une puissance régionale. La valeur du PIB en indice de pouvoir d'achat en 2021, selon le FMI, s'élevait déjà à 1436 milliards de dollars et le PIB est estimé à 652 milliards de dollars pour les prévisions 2002. Les réserves prouvées de pétrole de l'Iran sont environ de 200 milliards de barils en 2020. Cela représente quand même 13% des réserves totales, des réserves prouvées mondiales. Et surtout pour le gaz, l'Iran est classé selon BP à 32 000 milliards de mètres cubes gazeux, venant juste derrière la Russie. Donc, en autre élément de l'importance stratégique de l'Iran, elle contrôle le détroit d'Ormuz, qui est situé sur sa rive iranienne, qui permet le passage à peu près de 30% du pétrole. D'accord. Bon, mais arrivé là, pour répondre directement à votre question, c'est qu'arrivé au pouvoir en août 2020, le gouvernement du président Ebrahim Raisi a investi 500 millions de dollars, à peu près 455 millions d'euros, pour revenir au niveau de sa capacité de production en 2018.
Elle est à peu près actuellement à 2,5 millions de barils par jour. La dernière déclaration du ministre de l'Énergie, c'est que l'Iran, si on lève les sanctions, est prêt à augmenter sa production de brut à l'issue des négociations sur le nucléaire, pouvant, selon son ministre de l'Énergie, tripler sa production, la portant à 6,5 à 7,5 millions de barils par jour. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui dans les négociations, c'est suite aux tensions à la fois du pétrole et du gaz et suite aux tensions entre l'Ukraine, la Russie et l'Occident. Donc l'Iran s'est engagé à pourvoir le marché mondial, effectivement, pour desserrer les taux de la hausse des prix. Ça rentre effectivement dans une analyse géostratégique à la fois des États-Unis et de l'Occident pour effectivement contrecarrer la percée énergétique russe. Professeur Mebtoul, quelles conséquences sur la politique de l'OPEP ? Comment ? Quelles seraient les conséquences donc si cet accord venait à être entériné sur la politique de l'OPEP ? Bon, l'OPEP, vous savez que l'OPEP, si on prend effectivement la production mondiale en 2021, elle a été à peu près de 85-62 millions de barils par jour. La production de l'OPEP 10, elle avait atteint 25,6 millions de barils jour. Celle des producteurs non OPEP, 16,5 millions de barils jour. Et la production de l'OPEP+, avec la Russie, a atteint 42,1 millions de barils par jour. Bon, effectivement, vous savez que le Venezuela, l'Iran et la Libye ne sont pas soumis aux quotas. Ça, c'est suite aux différentes sanctions. Donc l'Iran peut accroître sa production sans se limiter aux quotas de l'OPEP, puisqu'elle est exclue par les membres de l'OPEP du fait de sa situation spécifique des sanctions. Elle n'est pas soumise aux quotas. Donc l'incidence, ça dépendra de l'offre et de la demande mondiale, parce que vous savez que le FMI prévoit une récession de l'économie mondiale fin 2022 et début 2023 si les tensions en Ukraine persistent. Et là, ça dépendra effectivement de l'évolution de l'offre et de la demande. Bon, ça pourrait avoir, si la croissance se ralentit comme aux États-Unis, et il est prévu un petit ralentissement également en Chine, qui sont les deux moteurs de la croissance de l'économie mondiale, ça pourrait avoir un impact sur avoir un prix inférieur à $100 actuellement. D'accord. Il fluctue entre 90 et 95 $ le baril. Mais ce qu'on a assisté depuis à peu près 3-4 jours, c'est une flambée du prix du gaz. Une flambée du prix du gaz qui n'a pas, alors que le pétrole a subi une relative baisse. Donc, merci, professeur Mebtoul. N'oublions pas que les trois plus grands producteurs de réserve mondiale de gaz, c'est d'abord la Russie avec 45 000 milliards de mètres cubes gazeux, l'Iran 32 000 et le Qatar 20 000 milliards de mètres cubes gazeux. Merci pour toutes ces précisions, professeur Abdelrahman Mebtoul. C'est un élément essentiel de la stratégie effectivement future mondiale. Très bien, vous étiez en direct avec nous, merci pour ces éclairages. Je le rappelle, vous êtes expert international en économie. Et en Palestine, les forces d'occupation sionistes ont ôté la vie d'un autre Palestinien. Cela s'est déroulé dans la ville de Tubas, en Cisjordanie occupée. Un meurtre commis dans un énième raid mené hier soir. Le point avec Inès Loralaïb. Il s'appelait Salah Sawafta. Il avait 58 ans. Les forces d'occupation sionistes lui ont ôté la vie, 4 jours après qu'ils aient arraché de façon barbare celle de Mohamed Shaham, 21 ans. Selon le maire de Tuba, Hossem Daramé, Salah Sawafta sortait de la mosquée après la prière du matin lorsqu'il a été atteint par le tir d'un soldat des forces d'occupation embusqué dans le secteur. Il déclare que la victime n'avait aucune arme dans les mains et ne savait pas que des éléments de l'armée étaient positionnés à côté. Les forces d'occupation ont mené la nuit passée et ce matin un énième raid dans la ville de Tuba, en Cisjordanie occupée, alourdissant leur bilan meurtrier.
L'armée sioniste fait habituellement des incursions dans les villes et villages de la Cisjordanie pour effectuer des arrestations arbitraires de Palestiniens. La répression sioniste ne connaît pas de limite. 7 ONG spécialisées dans la défense des droits humains, basées à Ramallah, ont été perquisitionnées et fermées hier. Une tentative de rendre inaudible la voix de la vérité et de la justice. Cela fait partie de la campagne de l'occupation sioniste visant à faire taire la voix des institutions palestiniennes qui dénoncent les violations sionistes des droits des Palestiniens. L'événement d'aujourd'hui fait partie d'une série d'événements qui se sont produits précédemment, comme la descente de l'institution en juillet 2021, la déclaration de l'institution comme organisation terroriste et aujourd'hui la prise d'assaut de l'institution pour la deuxième fois. Alors que les négociations de paix entre l'entité sioniste et les Palestiniens sont au point mort depuis 2014, les forces sionistes ont intensifié leurs interventions en Cisjordanie occupée ces derniers mois, avec des opérations meurtrières quasi quotidiennes. Et en Irak, plus de 10 mois après le scrutin d'octobre 2021, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Les sit-ins aux abords du Parlement irakien se poursuivent et semblent partis pour durer. L'appel au dialogue lancé par Mustafa El-Qasimi à la classe politique pour tenter de trouver une solution à la crise a été boudé par le leader chiite Muqtada Sadr. Il a refusé d'y prendre part. Souhila Kilal. Sous un soleil de plomb, une chaleur écrasante, la vie s'organise autour des campements installés aux abords du Parlement irakien par les partisans du leader chiite Muqtada Sadr et celui de ses adversaires du cadre de coordination. Repas chauds et boissons fraîches sont servis. La solidarité s'organise. Objectif des deux camps adverses, rester mobilisés pour obtenir gain de cause. Plus de 10 mois après le scrutin d'octobre 2021, l'Irak n'a toujours pas de nouveau Premier ministre ni de nouveau gouvernement. Les tractations s'éternisent. Dans les coulisses, la guerre des clans fait rage. La tension est encore montée d'un cran depuis fin juillet dernier. D'un côté, Muqtada Sadr veut dissoudre le Parlement et organiser des législatives anticipées. De l'autre côté, ses adversaires du cadre de coordination, composé d'influentes factions chiites, exigent la formation d'un gouvernement avant de discuter d'élections anticipées. À l'initiative du Premier ministre irakien Mustafa El-Qasimi, les principaux responsables politiques en Irak se sont engagés mercredi à œuvrer à une feuille de route pour tenter de sortir le pays de la crise. Cette réunion de haut niveau a été marquée par l'absence du leader chiite Muqtada Sadr qui a refusé d'y prendre part. Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, Muqtada Sadr a été invité à s'engager dans le dialogue national que les participants se sont accordés à poursuivre afin d'élaborer une feuille de route constitutionnelle pour remédier à la crise actuelle. Les participants ont également évoqué l'idée de législative anticipée, jugeant qu'elle ne constituait pas un événement exceptionnel dans l'histoire des expériences démocratiques quand les crises politiques conduisent à des impasses. Algérie, demain 20 août marquera la commémoration du double anniversaire, 2 dates charnières dans l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale, celle de l'offensive du Nord constantinois en 1955 et du congrès de la Soumam en 1956. Une commémoration qui s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant le 60aire du recouvrement de la souveraineté nationale. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait appelé le 5 juillet dernier à ériger ces occasions historiques en halte qui témoignent de la fidélité aux Chouhada et aux legs glorieux de novembre pour en faire des jalons au service de notre patrie. Et comme à chaque occasion, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au peuple algérien. Aujourd'hui donc, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam.
Et dans le reste de l'actualité internationale, en Espagne, Pedro Sánchez multiplie les efforts pour tenter de justifier son revirement historique concernant le Sahara occidental. Dernière tentative en date, une conférence à Las Palmas prévue en septembre prochain. Et c'est en coordination avec les services marocains que le gouvernement Sánchez donnera la parole au mouvement sahraoui pour la paix, un mouvement jusque-là peu connu. Les détails avec Safwan Ben Sabri. L'heure est à la coopération entre le Maroc et le gouvernement Sánchez. Les deux pays préparent conjointement une conférence sur le Sahara occidental à Las Palmas le 22 septembre. Un événement où seront conviés des membres du mouvement sahraoui pour la paix, un courant en réalité peu actif et représentatif des populations sahraouies, en témoigne le nombre d'abonnés sur la chaîne du mouvement. Ainsi, avec la collaboration des services marocains, 300 visas espagnols seront délivrés à des Sahraouis membres de l'organisation. Nombre d'entre eux ne seraient pas originaires des territoires occupés du Sahara occidental. Le leader du PSOE aurait notifié aux différents consulats espagnols au Maroc de faciliter l'attribution des visas espagnols. L'objectif sous-jacent pour Sánchez serait de délégitimer le Front Polisario au profit du mouvement des Sahraouis pour la paix. Le chef du gouvernement espagnol fait face depuis mars à une fronde populaire interne dénonçant son alignement sur le plan d'autonomie marocain. Ainsi, Pedro Sánchez compte sur la dite conférence pour démontrer que les Sahraouis soutiennent la nouvelle politique extérieure espagnole et qu'ils ne sont pas opposés au revirement historique de l'Espagne qui a délaissé en mars sa responsabilité de puissance administrante. Le PSOE en mauvaise posture sur la scène politique espagnole tenterait vaille que vaille de justifier son revirement, plus encore depuis le drame de Melilla, dénoncé par plusieurs ONG humanitaires et mouvements politiques espagnols. Et dans le drame de Melilla, 13 migrants africains ont été condamnés à 2 ans et demi de prison assortis d'une amende de 10 000 dirhams au Maroc, d'après l'Association marocaine des droits de l'homme. Cette même association dénonce une peine très sévère contre des demandeurs d'asile et souligne que les dispositions confirment une fois de plus comment l'appareil judiciaire marocain est mobilisé contre de simples migrants au service des politiques d'immigration. Le président russe Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev dans la ville de Skotchi. Les deux hommes ont entamé des discussions autour des moyens de développer la coopération et le partenariat stratégique entre les deux pays. La coopération bilatérale entre les deux pays était donc au menu au sein de la communauté des États indépendants présidée par le Kazakhstan cette année a été aussi à l'ordre du jour. La communauté qui, rappelons-le, est composée de 12 anciens États soviétique. On écoute. Le Kazakhstan et la Russie entretiennent une relation de partenariat stratégique. Cette année, nous célébrons une date très importante pour l'établissement des relations diplomatiques. Elles ont été établies il y a 30 ans. Nous n'avons certainement aucune raison d'énoncer des sentiments pessimistes quant à l'avenir de notre coopération. En tant que président de la République du Kazakhstan, je tiens personnellement à donner un élan à notre coopération bilatérale dans tous les domaines. Et dans le conflit en Ukraine, après son arrivée à Lviv, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu ce vendredi dans le port ukrainien d'Odessa. Dans son allocution, il a mis en garde contre une famine imminente en 2023 si les exportations de céréales n'étaient pas sécurisées. Le responsable de l'ONU a souligné la nécessité d'assurer le flux des exportations de céréales dans le but d'atténuer l'aggravation de la crise alimentaire mondiale. Et toujours à l'issue de cette rencontre trilatérale à Lviv avec les présidents ukrainiens et turcs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que tout dégât porté à la centrale nucléaire de Zaporijia serait un suicide. Il a appelé à démilitariser la centrale et demande à la Russie de ne pas couper la centrale qu'elle contrôle du réseau ukrainien. L'équipement et le personnel militaire doivent être retirés de l'usine. Tout nouveau déploiement de forces ou d'équipement sur le site doit être évité. La zone doit être démilitarisée. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Tout dégât potentiel à Zaporijia serait un suicide. En Europe, l'inflation énergétique met à mal la première puissance économique du continent, l'Allemagne. Une inflation qui menace les ambitions du gouvernement d'Olaf Scholz. Le chancelier allemand annonce des décisions importantes pour soutenir les citoyens sans mettre en péril la prospérité du pays. Le point avec Mohamed Wali Ben Chaben.
La crise énergétique frappe de plein fouet la première puissance économique en Europe. Pour faire face à cette inflation énergétique, l'Allemagne décide d'une baisse considérable sur le taux de TVA. Cette mesure s'étend jusqu'à la fin du premier trimestre de 2024. Le gouvernement fédéral a donc décidé aujourd'hui de réduire temporairement la TVA sur la consommation de gaz à 7%. Le taux réduit de TVA s'appliquera aussi longtemps que la taxe sur l'approvisionnement en gaz sera prélevée, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2024. Le chancelier allemand a également réitéré la promesse d'un nouveau paquet d'aides pour alléger la pression qui pèse sur les particuliers et les entreprises. Le détail des mesures est actuellement l'objet de négociations au sein de la coalition. Je l'ai déjà dit, vous ne resterez jamais seul. Dans les semaines à venir, nous allons conclure un troisième paquet de mesures pour alléger la pression qui pèse sur les particuliers et les entreprises. L'énergie est évidemment au cœur de la conjoncture mondiale. Le conflit russo-ukrainien révèle à la fois l'extrême dépendance de l'Allemagne au gaz russe. Les prix progressent rapidement et les factures vont sensiblement augmenter à partir du 1er octobre prochain, quand les distributeurs de gaz pourront, grâce à une nouvelle loi, répercuter la hausse des prix d'achat sur les clients. Autre conséquence de l'inflation au Royaume-Uni, cette fois à Londres, où les transports en commun sont perturbés, voire paralysés par une grève pour de meilleurs salaires, au lendemain d'un débrayage massif de cheminots. Il s'agit du plus gros mouvement de grève depuis des décennies face à l'inflation. Les négociations avec la multitude d'opérateurs ferroviaires privés du secteur sont dans l'impasse selon les syndicats. Les usagers et voyageurs se montrent de moins en moins patients. On écoute leurs réactions. Je devais venir de Leytonstone pour aller dans le centre de Londres, mais il n'y a pas de train. Tous les trains ne s'arrêtent qu'à la gare de Liverpool Street. Alors maintenant, je viens ici, je vais trouver un autre chemin. Je cherche un autre chemin, je peux marcher, je ne sais pas. Normalement, je dois commencer à travailler à 9h, dans 17 minutes. Je ne pense pas que je vais y arriver. J'ai déjà 1 heure de retard. J'ai utilisé l'overground, le métro et les bus. Et j'ai donc 1 heure de retard parce que le métro ne fonctionne pas. J'espère pouvoir rentrer chez moi ce soir. J'espérais attraper un bus qui serait parti vers 8h. Il est donc maintenant environ 8h30. Aucun bus n'est arrivé, mais c'est probablement une chose normale. J'ai connu des grèves de cheminots en Allemagne. Ça arrive souvent là-bas aussi, donc ça semble être une chose universelle. Inflation toujours en Birmanie où elle a grimpé à 17,8% en avril. L'inflation porte un coup sévère au pays dont le PIB cette année est 13% inférieur à celui de 2019 selon les projections de la Banque mondiale. Près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Conséquence, des dizaines de personnes font la queue dans les rues de Rangoon pour de l'huile de cuisson subventionnée, un des nombreux produits devenus plus rares et plus chers avec la double crise politique et économique. Partager la nourriture avec les gens est l'un des principaux devoirs de notre monastère. Je ne peux pas donner un abri à beaucoup de gens, mais je peux partager la nourriture pour qu'ils aient des repas comme les miens. C'est pourquoi je fais ce don. Tout le monde est en difficulté car les gens n'ont pas assez de nourriture. Il y a des familles de patients de l'hôpital, des pauvres, des chômeurs. Tous font la queue ici pour obtenir de la nourriture. Si nous cuisinons à la maison, il n'y a pas d'électricité. Le riz est cher à l'achat et les frais de cuisine sont trop élevés pour quelqu'un qui est à la retraite. Donc je suis ici pour couvrir mes dépenses, mais je donne aussi quelques fruits au monastère. Direction le Brésil où l'ancien président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, tient son premier rassemblement de campagne dans le cadre de sa course à la présidentielle dans l'état du Minas Gerais avant l'élection du 2 octobre. Lula a une avance de 15 points sur l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, mais ce dernier réduit l'écart avant les élections du 2 octobre, selon un sondage publié hier. On écoute un extrait de son allocution.
Ce qui est en jeu en ce moment, c'est la démocratie contre le fascisme. Ce qui est en jeu en ce moment, c'est la démocratie contre la barbarie. Ce qui est en jeu maintenant, nous garantissons que 33 millions de Brésiliens peuvent avoir un café, un déjeuner et un dîner tous les jours où ils mourront de faim. Sport, football, on va s'intéresser au Real Madrid ce soir avec cette annonce de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui confirme que le milieu défensif brésilien Casimiro a envie de tenter un nouveau défi. Casimiro devrait s'engager prochainement avec Manchester United. Selon plusieurs médias, les Diables Rouges sont sur le point d'engager l'international brésilien pour un montant de 59 millions de livres sterling, soit environ 70 millions d'euros. J'ai discuté avec lui ce matin. Lui veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité, et le club et moi-même, nous le comprenons. Maintenant, il y a des négociations en cours. Rien n'est encore officiel. Il est toujours joueur du Real Madrid, mais sa volonté est de partir. Et s'il part, on a déjà des recours au sein de l'effectif pour le remplacer. Il a fait le buzz sur TikTok sans dire un mot. Je vous parle de Khaby qui a obtenu sa nationalité italienne cette semaine. Il est né au Sénégal, a grandi en Italie et est devenu une superstar des réseaux sociaux avec ses 150 millions d'abonnés. Khaby ne devient citoyen italien qu'à 22 ans à cause du projet de réforme pour accorder le droit au sol aux enfants mineurs issus d'une famille étrangère bloquée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amziane Zitouni. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit juste de scanner le QR code qui s'affiche juste en bas. Quant à moi, je vous dis à demain pour le journal de 19h. Bonne soirée.